Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Daouda Kassié, je suis chercheur du CIRAD, en poste également à l'Institut Pasteur de Madagascar. Je suis géographe de la santé et je vais vous faire une petite vidéo pour expliquer une méthode de recherche qu'on appelle la Q-méthode. On sait qu'en sciences humaines et sociales, il y a plusieurs méthodes de recherche, les méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives et certaines méthodes qui sont dites mixtes, dont fait partie justement la Q-méthode qu'on appelle également la méthode Q. Il s'agit d'une méthode de recherche qui a été développée par un chercheur britannique, William Stephenson, dans les années 1935, avec comme objectif de chercher à inspecter la subjectivité de personnes au sujet d'une problématique bien déterminée. C'est une méthode mixte donc qui combine à la fois des techniques de collecte de données qualitatives et des méthodes d'analyse statistique qui sont plutôt quantitatives. Cette méthode-là, elle est utilisée dans plusieurs disciplines, entre autres la santé, l'ingénierie, le journalisme, l'éducation et bien d'autres. La méthode, elle se déroule en différentes étapes, mais avant toute chose, il faut quand même bien définir vos objectifs d'études. Donc, quand on définit clairement les objectifs d'études par rapport au sujet déterminé sur lequel on travaille, c'est ce qui va nous permettre de mettre correctement en application les différentes étapes. On a en premier lieu le développement de ce qu'on appelle le concours. C'est un ensemble d'idées en lien avec le sujet qu'on est en train d'étudier. Ce sont des affirmations qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux, qui peuvent être issues de la littérature scientifique. À partir de cet ensemble de collections d'idées-là, on sélectionne un certain nombre bien restreint qu'on va donner aux participants à classer. Tout cela, c'est à prendre en compte en tenant compte de votre objectif d'étude. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le Q-sample. Donc, c'est un nombre restreint, c'est un échantillon dans le lot d'affirmations que vous avez pu collecter. Ensuite, il faut tenir compte de la population d'études. Elle n'est pas forcément définie en étape 3. Peut-être qu'au début de votre étude, vous l'avez déjà définie. Dans le processus de mise en œuvre, vous allez devoir tenir compte de cette population puisque c'est celle-là qui va classer les affirmations que vous avez retenues. Ensuite, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle le Q-sorting, c'est le tri des affirmations, le classement des affirmations par les participants étant votre population d'études. En dernier ressort, vous aurez l'analyse de vos données et leur interprétation, bien sûr. Dans la suite, je vais plus me focaliser sur le processus de tri, comment on fait faire le classement par les participants à notre étude. Pour cela, il nous faut un certain nombre de matériel. D'abord, on a les cartes de tri. Une carte correspond à une affirmation à classer. Ça peut être une affirmation, c'est pas une question, c'est une idée qui circule. Exemple, les antibiotiques peuvent être dangereux pour la santé. Ça, c'est un exemple. Ou bien les antibiotiques peuvent être très bien pour notre santé. C'est également un exemple. Mais on ne prend pas une affirmation et son contraire. Donc, on prend des idées différentes. On ne la prend pas avec son contraire. Mais la formulation, elle doit être une phrase affirmative. Ensuite, on a ce qu'on appelle une grille de classement. La grille de classement, elle est dessinée en fonction du nombre d'affirmations que vous avez, donc du nombre de cartes que vous avez. Ici, vous avez un exemple d'une grille avec une classification forcée. Donc, on va faire en sorte que chaque participant mette sur la partie -3, 3 cartes et la légende varie de -3 à +3. Le -3 étant les affirmations avec lesquelles le participant est totalement en désaccord. Ensuite, le -2, ça peut être les affirmations avec lesquelles le participant est moyennement en désaccord. Le -1, le participant est en désaccord. Au niveau du 0, vous pouvez mettre je ne suis pas d'accord, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de point de vue. Et le +1, je suis d'accord. Oui, je suis moyennement d'accord sous certaines conditions pour le +2 et le +3, je suis totalement d'accord. Voilà, donc ça c'est un exemple, vous pouvez reformuler comme vous voulez de telle sorte à ce que ce soit compréhensible par votre population cible. Et aussi, une chose importante, les cartes et la grille, vous pouvez la faire en langue locale ou dans la langue que comprennent vos participants à l'étude. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez ce matériel-là, vous pouvez avoir aussi d'autres matériels sous la main, à savoir un enregistreur vocal, parce que à la fin du classement, on va demander aux participants pour les affirmations en -3 et en +3, par exemple, de justifier pourquoi ils sont totalement en désaccord avec certaines affirmations et pourquoi ils sont totalement en accord avec certaines affirmations.
Et ça, si vous avez leur accord, vous pouvez donc enregistrer cela et vous pourrez réécouter, transcrire et au besoin traduire avant de passer à l'analyse. Vous pouvez aussi avoir un appareil photo qui vous permettra donc de prendre en photo la grille, de prendre des images pour illustrer votre activité. Par la suite, une fois que vous avez fini la collecte de données, vous aurez besoin pour l'analyse, cette fois-ci des données d'un ordinateur avec certains logiciels qui peuvent vous permettre d'analyser facilement ces données-là. Notamment, on a le logiciel R ou RStudio à travers le package Facto Miner et le package QMethod. Les deux vous permettront d'analyser vos données collectées. Vous avez également un logiciel qui s'appelle KenQ Analysis qui est assez intéressant. Vous avez également d'autres logiciels, des plateformes en ligne qui vous permettent d'analyser vos données. À vous de voir ce qui vous permet d'être vraiment à l'aise. Ou sinon, si vous êtes à l'aise avec un processus d'analyse manuel de vos données, à vous de voir. Mais la partie statistique est beaucoup plus intéressante à faire avec un logiciel. Donc, de façon concrète, on va regarder un exemple de classement à travers la méthode Q. Ici, l'enquêtrice que vous voyez explique la structuration de la grille à la participante et vous avez des affirmations qui sont inscrites sur des cartes. Si la participante sait lire, on lui donne pour qu'elle lise elle-même et ensuite on place dans la colonne sur laquelle elle se prononce. Par exemple, ici, sur le 0, la participante n'a pas d'avis. Bien sûr, on s'assure qu'elle est d'accord avec le classement qu'elle vient de réaliser. Généralement, au dos des affirmations, on met des numéros qui nous permettront de photographier et de faire le dépouillement plus tard assez facilement sans pour autant réécrire toutes les phrases en entier. Ici, vous avez un zoom sur des cases qui sont placées en -3 avec les numéros des affirmations au dos. La participante donne des explications sur son choix d'avoir mis certaines affirmations d'un côté ou de l'autre. Tout ça, c'est important à enregistrer parce que ça va vous permettre d'argumenter le classement qu'elle a eu à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette méthode-là? Elle a des avantages, mais aussi des limites. C'est une méthode qui permet d'étudier la subjectivité d'une personne. On entend par subjectivité tout ce qui est subjectif en général, des opinions, des valeurs, des odeurs, des couleurs, des goûts, donc des choses qui sont souvent difficilement mesurables, mais à travers cette méthode-là, on peut se faire une petite idée. Le processus du tri est à faire en face à face, ce qui permet de s'imprégner ou d'être un peu plus en contact avec le participant, d'observer ses réactions, de pouvoir rebondir sur des questions. En général, c'est une méthode qui requiert moins de participants, donc ce qui fait qu'elle est souvent qualifiée de moins coûteuse. Et il n'y a pas de méthode spécifique d'échantillonnage. Souvent, on voit dans la littérature entre une vingtaine et une quarantaine de personnes suffisent pour mettre en œuvre cette méthode-là. Le processus du tri peut être souvent chronophage et la méthode et les instructions sont à expliquer à chaque participant de telle sorte qu'on s'assure que le contenu de chaque carte est clair pour eux. Il faut également assister, surtout les participants qui ont un faible niveau d'éducation, souvent qui ne savent pas bien lire. Au besoin, il faudra lire les affirmations pour ces participants-là. Au bout de ces quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, c'est une méthode qui permet d'analyser la subjectivité des individus. Ce n'est pas un questionnaire. Chaque phrase correspond à une affirmation qui est inscrite sur une carte qu'on va donner aux participants à classer. Attention, la grille doit avoir un nombre de cases qui correspond au nombre de cartes à trier. Donc, il faut assister les participants dans le placement de la grille et il faut noter ou enregistrer les arguments que chaque participant donne sur les affirmations avec lesquelles il est totalement en accord ou totalement en désaccord. Je voudrais quand même remercier un certain nombre d'institutions qui m'ont permis de récupérer la vidéo que je vous ai montrée tout de suite là. Il s'agit d'une vidéo qui est extraite d'une étude dans le cadre d'un projet qui s'appelle RISE, et notamment le sous-projet DrugMIS, portant sur la perception des femmes enceintes et allaitantes sur l'usage des antibiotiques, un projet de l'Institut Pasteur financé par l'USAID et qui est mis en œuvre en collaboration avec le ministère de la Santé. Ici, vous voyez le logo du CIRAD parce que moi, en tant que chercheur du CIRAD, je suis associé à ce projet. Voilà, j'espère vous avoir donné un certain nombre d'informations sur cette méthode-là et dans une prochaine vidéo, nous essaierons de vous montrer de bout en bout avec des résultats spécifiques de ce projet qui a mis en œuvre la méthode Q.